Coucou YouTube, on se retrouve pour un nouveau bilan lecture avec 7 plus ou moins petits livres quand même, parce que j'avais pas eu 2 grosses semaines de lecture là, on va pas se mentir. J'étais pas très motivée pour lire, mais comme j'ai lu quelques livres très courts, bah finalement j'ai réussi à avoir un petit quota de lecture à vous présenter pour ce bilan. J'avais peur, mais au final, c'est pas mal du tout. Bon, voilà. Alors, honnêtement, c'est dans l'ensemble de très bonnes lectures. Il y en a... On va dire que... il y en a une qui est pas ouf. Il y en a 2 qui sont bien et il y en a 4 qui sont vraiment bien. Voilà. Plus ou moins ça. Plus ou moins ça. Voilà. Allez, on commence par celle que j'ai le moins aimée. Ben oui, ça arrive, sachant que j'avais adoré son premier qui avait même été un gros coup de cœur. Bah voilà, on peut pas tout aimer. Il s'agit de Phase 3 de Asa Eriksdotter. Alors, pourtant ça a envoyé du lourd hein, au niveau du résumé, puisque en gros, alors le résumé disait, vous allez voir que ça va pas être, ça va pas partir comme ça. Et en gros, le résumé disait que, enfin le résumé, le synopsis, pas le résumé, le synopsis, la 4e de couve, plus précisément, disait que en fait, il va y avoir pas mal de drames qui vont surgir, qui vont survenir pardon, en même temps. Donc un ancien juriste qui va se suicider à Paris, un autre homme qui va faire un petit meurtre parce qu'il n'y a que 9 personnes, un meurtre de masse dans un Ikea, un résident d'une maison de retraite qui va poignarder ses voisins de chambre. Enfin voilà, il y avait tout ça en même temps. Et on apprend que tous faisaient partie d'un essai clinique pour un nouveau traitement contre l'Alzheimer. Et que ben il y a 2000 personnes qui sont qui font partie de cet essai clinique, donc potentiellement 2000 personnes qui peuvent péter les plombs à tout moment. Voilà. Donc là, franchement, ça envoyait du lourd. T'étais là, ouais, trop bien et tout, super intéressant. Bon, bref, genre thriller. Enfin, relativement classique quand même, un petit peu scientifique, mais voilà, ça avait l'air sympathique. Bon, en fait, c'était long. C'était proportionnellement parlant, c'était un des livres les plus longs du monde, parce que honnêtement, il fait que 484 pages. Moi, j'ai eu l'impression qu'il en faisait 1500, quoi. Vraiment, tellement je ne sortais pas de ce livre, tellement il était interminable. Mon Dieu, qu'il était interminable. Bon, déjà, avant qu'on arrive à ce qui se passe, tout ce qui est écrit sur la 4e de couverture, voilà, de l'eau coule sous les ponts. Hein. Vraiment, hein, on nous présente des personnages, très très longue présentation de personnages. Alors je veux bien, je comprends que oui, l'autrice a voulu instaurer un petit background pour ces personnages, etc., pour qu'on s'attache à eux et pour que quand arrivent les problèmes, bah forcément forcément ça choque plus quoi que si c'était des inconnus. Vous voyez ce que je veux dire? Je comprends. Sauf que, ouais, bah en fait, Silous, parce que je l'ai écouté en audio, on va pas se mentir, honnêtement, si je l'avais pas écouté en audio, je pense que je l'aurais abandonné. Mais là, je suis allée au bout, parce que c'était en audio. Mais même en audio, c'était interminable. Pourtant, en audio, quand j'écoute en audio, moi, je fais autre chose en même temps. Donc, je m'occupe, donc voilà, ça passe le temps. Et ben, même là, ça m'a paru, mais trop long. Et du coup, ouais, voilà, en fait, la présentation des personnages est 10 000 fois trop longue. Pour vous dire, il y a un des événements, quand même, qui a lieu, dont on parle sur la 4e de couve, qui n'a lieu que vers la fin du livre.
C'est vraiment, en fait, c'est putaclic ce, ce synopsis, en fait. C'est vraiment, voilà, pour attirer le chaland, mais en fait, non, c'est pas ça. Alors oui, bien sûr que l'histoire tient sur le fait que on comprend petit à petit qu'il y a quelque chose qui se passe mal avec ce traitement d'Alzheimer, mais c'est très long à venir, hein, c'est très très long à venir pour qu'on comprenne le truc. Limite, s'il ne le disait pas dans le synopsis, franchement, à la moitié du livre, tu n'aurais toujours pas compris quel était le propos du livre. Hein. Vraiment, c'est un truc de fou, quoi. Et donc, c'est très long. Et puis après, bah, tu as toute la phase où... phase 3, où ben, on essaye de... Enfin, les scientifiques essayent de se dire, merde, qu'est-ce qu'on fait voilà, qu'est-ce qui est à l'origine de ça, etc. Et enfin, voilà, quoi. Mais c'est très long pour un truc, finalement, l'histoire, en soi, ça tient sur ça tient un peu de choses, quoi, en fait, hein. Globalement, globalement, il y a un essai clinique sur Alzheimer. On suit en particulier les scientifiques et un couple dont le mari a Alzheimer et dont la femme s'occupe de lui, etc. Et c'est vraiment eux qu'on suit principalement, hein, d'ailleurs. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui maintient un peu le suspense sur le fait de se dire, est-ce que lui, il va péter les plombs ou pas, quoi, en gros, hein, plus ou moins. Et voilà, donc il y a ça. Quand il y a les premières personnes qui pètent les plombs, et ben, on va suivre les scientifiques qui s'interrogent, etc. Il y a une histoire, il y a des histoires de couple, hein. Il y a des histoires des petites romances au milieu, ok, dont une romance gay aussi. Bon, c'est sympathique, hein, mais c'est pas non plus, voilà. Et non, les chapitres sont pas courts. Et enfin, ils sont pas longs non plus, mais bon. Et voilà. Et globalement, c'est ça l'histoire. Et c'est tout, hein. Vraiment, c'est tout. Et à la fin, on sait ce qui s'est passé, et voilà. Tadam! C'est trop long. C'est trop long pour ce que c'est. Vraiment, c'est trop long pour ce que c'est. Voilà. C'est pas mal écrit, hein. C'est pas mal écrit. Et d'ailleurs, quelque part, c'est un peu littéraire. Pour un thriller, c'est même un peu littéraire, quoi. Mais le problème, c'est que... Ben, c'est vrai que, en fait, quand on lit du thriller, justement, on a envie que ça bouge un peu, quoi. On a envie que ça bouge un peu. On a envie que, voilà, qu'il y ait un suspense, qu'il y ait une tension. C'est le principe d'un thriller. Là, c'était pas un thriller. C'était pas un thriller, même s'il y a un meurtre de masse, même s'il y a des gens qui pètent les plombs, pour moi, c'était pas un thriller. Il y avait zéro tension. Il y avait zéro tension. C'était très très littéraire et dans l'attente de est-ce qu'il va se passer quelque chose. Il y a des moments où je là... Surtout que bon, il y a quand même des... Enfin, c'est pas des digressions, mais disons que quand on part vraiment dans la vie privée des personnages qui servent pas vraiment l'intrigue, t'es là, oui, bon, d'accord. Bref, bon, voilà. Non, il n'y a pas de twist. Enfin, il y a une révélation, quoi, voilà. Il y a une révélation, effectivement. On peut appeler ça un twist, oui, plus ou moins, oui. Techniquement, c'est un twist, mais c'est pas un twist où tu tombes par terre, quoi. Pas là, waouh, incroyable. Non, ça tient la route, hein. C'est crédible et tout. Franchement, là-dessus, il n'y a pas de souci, hein. Ça tient la route, il y a quand même des messages intéressants dans l'histoire. Voilà, bah oui, effectivement, c'est un livre qui parle de la méthode scientifique, en fait, hein. Voilà, c'est un livre qui parle de ça. C'est un livre qui parle des erreurs scientifiques. C'est un livre qui parle de ça. Mais quand je vois l'épidémie, qui était de la même autrice, putain, on en est loin quand même. L'épidémie, alors oui, on pourrait dire que c'est assez classique comme schéma, dystopique, hein, c'est une dystopie pour le coup, l'épidémie. Mais bah déjà, ça bouge un peu plus, et puis t'as des messages intéressants dans le livre, t'as même des trucs auxquels tu t'attends pas forcément. Enfin voilà, et puis ça monte en puissance, ça monte en tension. Au début, ça démarre doucement, mais après, c'est vraiment, voilà, on part dans un truc de fou.
Là, non. Là, pas du tout. Rien à voir. Franchement, rien à voir avec l'épidémie. Si ce n'est qu'on parle de maladie. Même pas. Même pas. En plus, j'allais dire ça parce que c'est l'épidémie. Mais même pas. C'est même pas une maladie dans l'épidémie. Puisqu'on parle, on parle de surpoids. C'est pas une maladie en soi. Donc ouais, non, en fait, aucun rapport. En plus, ça se passe pas vraiment en Suède. Hein, ça se passe surtout aux États-Unis. Et un peu à Paris. Il y a, ouais, je sais plus, non, même le couple, ils habitent aux États-Unis, il me semble. Ouais, donc voilà, c'est pas. Même là-dessus, bon, bref, voilà. Bref, donc non, ça valait vraiment pas le coup celui-là. Je suis très déçue, hein, parce que j'ai tellement hâte de lire son suivant. Bon, bah écoutez, ça arrive, hein. Ensuite, j'ai lu les fameuses nouvelles de Stéphane. Mais tu le fais exprès, Stéphane, c'est un truc de fou. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible quand même, je veux dire. Franchement, avoue que à chaque fois, non mais même pas en plus, parce que là, t'as dit Shalom au moment où je lançais, donc tu pouvais même pas prévoir qu'on allait parler de ton livre. C'est incroyable. C'est incroyable. Bon, bref. Coucou Nelly. T'arrives pile au moment où je vais parler de ton livre quand même. Ouais, ça doit être ça, ouais, Stéphane. T'as raison. Putain. Ça fait flipper un peu par contre, hein. Ça fait un peu flipper. J'ai lu, ouais, bon. J'ai lu donc, c'était le dernier qui me restait à lire, hein, du coup. Mais j'ai pas tout lu encore de toi, mais en tout cas de ce que j'avais, de ce que tu m'avais passé, gentiment. J'ai tout lu. Tu es mon autre. Oh non. Pourquoi c'est moi qui fais Morane? Non, en vrai, j'aimais beaucoup Morane. Bon, bref. Donc oui, voilà, j'ai lu enfin ces dernières nouvelles. Bon, alors c'était pas les meilleures. Enfin, c'était pas mon recueil préféré. Voilà. Non, non, c'était pas nul après, voilà. C'était pas je me casse. Non, 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 c'était pas nul. Bah, comme d'hab, ça se lit bien, quoi. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, c'est pas le recueil qui m'a le plus happé, quoi. Je sais pas. C'est pas. En fait, c'est. Les nouvelles que t'as choisies là pour ce recueil, c'est pas le style que je préfère chez toi, tu vois. Là, on est. Bah alors. Il y avait des trucs un peu drôles. Mais c'était pas assez sombre. En fait, c'est ça, c'est que c'était pas assez sombre. T'as choisi des nouvelles qui étaient... Ouais, moi j'aime bien quand tu fais des trucs un peu plus sombres avec un petit twist à la fin. Là, il y a toujours... C'est vrai que tu fais toujours des petits twists à la fin, des petits rebondissements, des petits... presque à la Hitchcock un peu là, ou des petits cliffhangers, enfin je sais pas comment dire, mais voilà, j'aime bien quand tu fais ça. Et quand tu fais la petite fin qui tue là. Là, moins. Là, moins. Et en plus, la nouvelle que j'ai préférée dans l'histoire, enfin dans le recueil, c'était même pas de toi, parce que t'as mis 2 nouvelles, si je me souviens bien, qui ne sont pas de toi. Et ouais, voilà, c'est pas des nouvelles à chute. Ouais, c'est ça. Et celle que j'ai préférée, ouais, c'est celle du vieux qui a une attaque, en fait. Ah là là, cette nouvelle, elle m'a mise en angoisse. Ouais. Oui, les deux étaient bien, mais je préférais celle-là. Franchement, elle était vraiment très très bien, cette nouvelle-là. Ça m'a bien fondu le cœur, j'avoue. Au sol et Milo, ouais, merci. Je retiens pas, j'ai pas du tout retenu. En plus, je voulais aller voir tout à l'heure sur ma liseuse et il y a même pas sur la liseuse, il y a pas les titres et tout, donc c'était chiant. Du coup, ouais. Ouais, franchement, c'était extrêmement bien écrit, hein. Voilà, mais c'était ma préférée parce que c'était la plus sombre au final, hein, en vrai.
dans le recueil, c'était, je pense, c'était la plus sombre. C'est peut-être pour ça que c'est celle que j'ai préférée. Après, voilà, il y en a plein qui sont restés chiants. J'ai pas forcément les titres et tout. Mais, ouais, ouais. Et en plus, il y a celle, t'as mise celle de ton recueil, La Bascule, qui est le recueil que j'ai préféré, La Bascule. Mais c'est la nouvelle que j'ai le moins aimée qui est dans le recueil. Je fais putain, même là, parce que justement, c'est la seule, en plus, je crois, de La Bascule qui soit pas. Enfin, qui soit. Elle est triste, mais elle est pas sombre, quoi, tu vois. Le truc de l'écureuil, là. Et- Mm, mm. Attends, Les paupières de soie, c'est laquelle déjà? Putain, je vais pas me souvenir. Ça m'énerve. Je suis trop nulle. Je suis trop nulle. C'est quoi Les paupières de soie? Pourquoi ça me parle pas comme ça? Le titre, il me dit rien. Le mec qui voit apparaître sa femme dit ah oui, c'est vrai qu'elle était bien celle-là. Ah oui, elle était oui, c'était oui, je me rappelle très bien. Elle était triste, elle était très belle celle-là. C'est vrai. C'est vrai. Bah vraiment ouais, c'est ça, c'est celle que j'ai le mieux celle que j'ai le mieux aimée en fait, c'est les plus tristes, les plus sombres quoi au final. Même si après bon, j'aime bien un peu oh, j'ai oublié parce que j'ai oublié ma liseuse parce que j'avais surligné un truc, mais c'est pas grave, je vais te le redire quand même. Mais j'ai rigolé à un moment. C'est une des nouvelles du début où le gars dit à un moment qu'il faudra qu'il lise Musso et Lévy parce que bon, quand même, on peut pas vendre autant de livres sans avoir un certain talent. Et j'ai fait oh putain, il y a Stéphane qui a écrit ça. Alors je me doute que c'était ironique, hein, bien sûr. Mais enfin, disons que t'as fait un personnage qui, pour une fois, ne te ressemble pas, quoi. Et du coup, ouais, j'ai trop rigolé quand j'ai lu ça. Mais oui, voilà, c'est ça, ouais. Et du coup, c'était un peu rigolo, quoi. Voilà. C'était un peu rigolo de te voir écrire ça. Et je l'avais surligné pour le lire texto. Je me disais, putain, il y a Stéphane qui a écrit ça. Même si, évidemment, c'est pas, voilà, ça s'inscrit dans un contexte, c'était quand même drôle. Ben non, c'est normal, mais tu vois, voilà. Non, mais c'est vrai que tes nouvelles, en général, elles sont quand même sympathiques à lire. On va pas se mentir. C'est vrai que oui, pour sortir d'une panne de lecture, c'est bien, même si là, j'avais un peu de mal. Mais ouais, parce que honnêtement, ouais, j'ai préféré, finalement, voilà, j'ai largement préféré les 15 autres. Enfin, les 15 premières. Parce que c'est celle-là, les 15 autres, du coup. Mais j'ai préféré les 15 premières et surtout, j'ai bien. Oui, et c'est quoi? Il aurait pu neiger, mince. Il pourrait aussi bien neiger. Non, c'est quoi le titre? Bref, celui-là j'ai bien aimé aussi, mais mon préféré ça reste La Bascule parce que c'est vraiment les nouvelles un peu thriller, horreur, tout ça. C'était vachement cool quoi. Bah ouais, Nelly, faut tenter. La Bascule. La Bascule, Karine. Il pourrait bien neiger, ouais, voilà, c'était ça. Je savais qu'il y avait neigé dedans. Ouais, La Bascule, il est super ce recueil de nouvelles de Stéphane. C'est vraiment mon préféré des préférés, hein. Voilà. En fait, voilà, avec Kanaka. Donc Kanaka, ça aurait été mon roman préféré de Stéphane. Et mon recueil de nouvelles préféré, c'est La Bascule. Voilà, pour moi, il n'y a pas photo. Oui, c'est vrai, Stéphane, il pourrait bien neiger, c'était vrai. D'ailleurs, tu sais quoi, voilà, celui-là, je l'ai beaucoup moins trouvé à ton image. Les 15 autres nouvelles, là. Je te reconnaissais moins dedans, tu vois. Alors que oui, il pourrait bien neiger, clairement, oui, c'est tout toi. C'est vraiment tout toi. La bascule, par contre, c'est vrai que ça te ressemble moins parce qu'on n'est pas habitué à te voir écrire du thriller, mais c'était trop bien. C'était vraiment très très bien. Ah, elles sont très courtes, hein. C'est des nouvelles très courtes, hein. Dans la plupart des cas, franchement, voilà. Voilà. Ouais, c'est variable. Bah là, il y en avait une qui était assez longue. Vers la fin, là. C'était la dernière d'ailleurs, je crois, hein. La toute dernière, elle était très longue. Enfin, très longue.
proportionnellement au reste du livre, on va dire. Après, les recueils, ils sont assez courts, hein, donc les nouvelles sont courtes aussi. Hein. Ça se lit très vite. Hein. D'une façon générale, les recueils de Stéphane se lisent vite. Voilà, et donc rappelle que Kanaka est sorti il y a 4 jours. Voilà, profite pour te faire de la pub. C'est aux éditions... Merde. Le mot... Attends. attends. Ça y est. D'un coup, en plus, j'étais là aux éditions, genre je savais. Et là, d'un coup, j'étais là, merde, c'est quoi déjà? Tu vas le dire. Le mot et le reste. J'avais le mot, mais j'avais pas le reste, justement. Voilà, c'est vraiment ça, quoi. Merci, Karine. Donc, voilà pour Stéphane. Ensuite, j'ai lu un petit roman gothique. Ah oui, SPM, merci de rappeler cette nouvelle SPM, j'ai ri. Ah oui, putain, je l'avais oublié, merci de me le rappeler. Merci Stéphane. SPM, c'était très drôle. C'est ça. Je me semblais bien que... Oui, c'était celle-là, la dernière, de 30 minutes. Enfin, ça me disait 30 minutes sur mon... C'est pour ça que je dis de 30 minutes. Parce que sur ma liseuse, ça me disait 30 minutes. En vrai, je mets moins que 30 minutes, mais ma liseuse, maintenant c'est 30 minutes. Mais oui, c'est celle-là. Putain, elle était trop drôle. Pour le coup... Voilà, bah ouais, comme quoi finalement, voilà, mes deux préférées, c'était la plus sombre et la plus drôle, quoi. Et d'ailleurs, oui, ça m'a fait rire parce que SPM, moi, personnellement, quand j'ai vu SPM, je me suis dit, putain, Chamac, il a écrit une nouvelle qui s'appelle SPM. Parce que SPM, c'est syndrome prémenstruel, en fait. Du coup, j'étais là... C'est bizarre quand même, hein. C'est un truc vraiment... Est-ce que c'est un truc qui va parler d'une meuf qui a ses règles et qui devient chiante? Parce que bon, enfin, le syndrome prémenstruel, c'est pas quand t'as tes règles, c'est juste avant ou quand t'es vraiment chiante, c'est là en fait. C'est le syndrome prémenstruel. Du coup, je pensais que c'était ça. Moi, quand j'ai commencé la nouvelle, j'ai ah non, mais merde, non, pas du tout. Ça parle pas du tout de ça. SPM, c'est pas du tout ces initiales-là. Mais, mais j'avoue, c'était très drôle, oui, c'est un mec qui passe un casting. Du coup, je remets la bonne couverture quand même. C'est un mec qui va passer un casting pour un film porno. Et en fait, quand le mec qui le reçoit, donc le réalisateur, commence à lui raconter le pitch de son film, c'est complètement what the fuck. Et c'est ultra drôle. Oui, c'est vrai. Putain. Spy porn movie, voilà, c'est ça, merci. Ah putain, oui, putain, heureusement que tu me l'as rappelé. Parce que dans ma tête, parce que je pensais, en fait, la dernière nouvelle qui était longue, je pensais à une autre nouvelle qui m'a paru longue, que j'ai moins aimée. Mais non, c'était pas ça. C'était celle-là. Voilà. Et celle-là, en fait, les 30 minutes sont passées très vite parce que hein, je me suis bien bidonnée, ouais. Donc voilà. Mais oui, c'est vrai que c'est bien parce que comme c'était la dernière nouvelle, au moins ça finissait bien, entre guillemets. Hein. Ça finissait par un truc un peu rigolo. Mais oui, c'était complètement con. C'est vrai que c'était complètement absurde, mais c'était très drôle. Bref, mais je suis persuadée qu'il y a des directeurs de casting de films porno pas des directeurs de casting, des réalisateurs en l'occurrence, qui vont imaginer des trucs. Bon, bref. Allez. Ensuite, donc je disais que j'ai lu un petit roman gothique qui s'appelle Burnt Offerings de Robert Marasco. Alors j'ai découvert que c'était un vieux livre. C'était un vieux livre. Alors je sais pas de quand il date, mais il y a un film qui est tiré de ce livre qui s'appelle en français Trauma. Si ça vous dit, je pense que c'est un gros film de série Z. Hein. Je pense que ça doit être un peu nanardesque, je sais pas, mais bon, bref. Ça s'appelle Trauma et c'est sorti en 1976. Donc autant vous dire que du coup, bah forcément, ça veut dire que le... Tiens, attendez, d'ailleurs, j'ai le lien là. Je vais regarder de quand il date le livre. Notre vénéré chéri, ça s'appelait au départ. Ah oui, donc en fait, c'est une réédition, d'ailleurs qui est sortie directement en poche hein, chez J'ai lu.
C'est une réédition. Le livre est sorti en France en 1974. Il date de 73. Il est sorti en 1974 chez Albin Michel. Et il s'appelait Notre Vénéré Chéri, si jamais ça vous parle. Et bon, le film s'appelle Trauma. Bah, super l'originalité du titre. En plus, ça parle vachement. Bref. J'aime bien Notre Vénéré Chéri. Donc voilà. Voilà, c'est fini, salut, non. Du coup, oui, l'histoire. On va peut-être parler de l'histoire. Donc, on va suivre un couple avec leur fils. Donc, c'est Ben et Marianne. Ben et Marianne, qui ont un fils qui est petit, je sais plus, il va avoir 5 ans, qui s'appelle David, qui n'en peuvent plus de leur petit appartement, d'être en ville et tout. Enfin, voilà, ils ont une vie un peu stressante. Et ils décident d'aller vivre ailleurs pour l'été, en fait. Voilà, de louer une maison de vacances pour l'été, voilà, de prendre un peu du bon temps, etc. Et ils trouvent une annonce. Coucou Jenny, comment ça va? Ils trouvent une annonce super intéressante. Même trop intéressante, c'est quand même un peu chelou, mais bon. C'est marrant quand même, hein, les gens à chaque fois dans les films, les livres d'horreur, là, ils se disent pas que quand ils achètent un manoir qui fait 500 mètres carrés, pour pas cher, que ça cache quelque chose, non, non, jamais. Hein. Bon là c'est pareil, sauf que c'est une location. Mais du coup voilà, donc c'est un grand pareil, un grand manoir, là, comme sur la couverture, un truc immense. Qu'un couple, c'est un couple de personnes un peu âgées, va accepter de leur louer pour donc pas grand chose, hein, des clopinettes, mais ils leur disent par contre on a juste un truc, c'est que il y a ma mère, donc c'est la femme, hein, qui dit à ma mère qui vit, donc je sais plus si c'est la femme ou l'homme, bon bref, en tout cas il y a la mère de l'un d'eux qui vit dans le manoir, enfin ils disent pas que c'est un manoir, mais voilà, qui vit dans la demeure. Et mais vous inquiétez pas, et voilà, et elle part pas, elle va rester là tout l'été, mais ne vous inquiétez pas, elle va pas vous déranger, elle va rester principalement dans sa chambre, vous la verrez même pas, elle sera dans l'aile opposée de vous, enfin voilà quoi, bref. Et bon, comme l'aubaine est trop forte, ils se disent, bon, voilà, c'est pas cher parce que y a la vieille à garder, quoi, limite. Ils disent, ah, ça va le faire. Et donc voilà, sauf que, évidemment, vous en doutez, quand ils vont commencer à intégrer les lieux, il va se passer des choses un peu bizarres. J'ai bien aimé. Ça a bien rempli ça a bien fait le job, ça a bien rempli son rôle de ce que j'aime, hein, moi, quand les maisons ont une âme, sont un personnage du roman, hein, voilà, c'est un peu ça. Même si on n'est pas sur on n'est pas vraiment sur une histoire de maison hantée, quoique, enfin, c'est un peu différent. Voilà, j'en dis pas plus. Il y a vraiment une idée originale dans cette histoire, j'ai trouvé. Et je dois avouer qu'il y a des passages qui m'ont quand même fait un peu flipper. D'autres qui m'ont bien tenu en haleine aussi. Après, j'ai trouvé, ouais, c'était pas si page-turner que ça. Il y avait quand même des petites longueurs, des moments où, ouais, bon, d'accord, il se passe rien. T'as envie que ça, voilà, t'as envie que ça avance. Mais c'était quand même sympathique. Voilà, je pense pas que ça va aller dans mon top des romans gothiques avec les maisons comme ça, là. Maisons personnages, on va dire. Mais c'était original. Voilà. Puis j'étais un petit peu déçue quand même par la fin. Je m'attendais à un truc un peu plus de ouf quand même. Mais c'était un peu original, hein. C'était original, hein. Franchement, ouais. Ah oui, il a bien aimé, c'est la mère, ouais, qui reste, mais on la voit jamais en fait. Et du coup, voilà, on commence à se demander pourquoi on la voit pas, quoi. C'est très intéressant, voilà. Il y a plein de
de détails, de choses voilà, qu'on remarque dans le livre, etc., dans l'histoire, etc. Bon, bref, c'est des personnages, on ne sait pas trop si c'est du lard ou du cochon, voilà. Bon, c'était pas mal, c'était pas mal. Pas, ça casse pas des briques, mais c'était pas mal. Ensuite, j'ai écouté en audio même, c'est le dernier là que j'ai terminé, il était assez court. Une femme debout de Catherine Bardon sur le... C'est une biographie en fait. Hein. C'est la biographie romancée. Enfin, romancée, non, parce que tout est vrai, mais disons que c'est raconté de façon, voilà, comme si on lisait un roman, c'est pas formel. C'était vachement bien écrit. Biographie de Sonia Pierre, qui était une militante dominicaine d'origine haïtienne en fait. Militante des droits humains, donc qui a vraiment mené toute sa vie à un combat pour les droits particulièrement des travailleurs haïtiens venus en République dominicaine. Parce que vous n'êtes pas sans savoir... Ah, c'est vrai, Silou? Il est très très bien. Franchement, je pense que tu aimerais. Hein. Vous n'êtes pas sans savoir que Haïti et la République dominicaine sont sur une même île. Hein, et que d'un côté, on a un pays très pauvre qui est Haïti, et de l'autre, on a un pays beaucoup plus émergent, on va dire, qui est la République dominicaine. Et évidemment, il y a toujours eu beaucoup de migration en fait de Haïti vers la République dominicaine pour une vie meilleure, hein, clairement. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, hein, voilà. Et surtout après les catastrophes naturelles qu'a pu vivre Haïti, malheureusement. Alors la République dominicaine aussi, mais pour Haïti, ça a été beaucoup plus dur parce qu'ils n'ont pas les infrastructures nécessaires pour ça. C'est beaucoup plus compliqué. Et donc là, oui, Sonia Pierre, en fait, c'est la fille, donc ses parents sont haïtiens au début de l'histoire. Ils ont une opportunité, en fait, de temps en temps, voilà, il y avait des offres qui s'ouvraient comme ça pour travail dans les champs ou d'autres choses comme ça. Alors là, c'était de la canne à sucre, voilà, c'était les champs de canne à sucre. Et donc, ils recrutaient côté Haïti pour de la main-d'œuvre à bas coût, hein, on va pas se mentir, voire c'était presque de l'esclavage en vérité, hein, malheureusement. Et donc, les parents sont tombés là-dedans, ils se sont fait plus ou moins avoir, on va dire, hein, mais ils se sont installés là-bas et finalement, ils ont tenu malgré les difficultés. Et donc, Sonia est née là-dedans. Et on va suivre tout son parcours. Et en fait, la thématique la plus importante dans le livre, franchement, j'ai trouvé ça super intéressant parce que je, je connaissais pas ça. J'avoue, je suis pas très au fait de ce qui se passe en Haïti et en République dominicaine. Hein. Mais en fait, il y a des lois au niveau de la nationalité. Bon, ça comme partout. Hein. Et le truc, c'est que pendant un moment, donc en République dominicaine, il y avait le droit du sol, comme en France hein, d'ailleurs. C'est-à-dire que des enfants qui naissaient sur le sol dominicain étaient de nationalité dominicaine automatiquement. Et le truc, c'est que un jour, la République dominicaine voulait décider de ne plus donner ce droit du sol. Et le truc, c'est que comme à Haïti, ils veulent pas donner non plus, et c'est logique en même temps, ils veulent pas donner la nationalité à des gens qui ne sont pas nés en Haïti. Et du coup, les gens haïtiens qui naissaient en République dominicaine se retrouvaient apatrides, quoi. En gros, et donc il y a tout un truc là-dessus, justement, sur le fait d'être apatride, pas seulement pour des raisons d'ailleurs de droit du sol, droit du sang, etc., mais pour d'autres raisons. Et Sonia Pierre, elle se battait pour ça, en fait, par rapport, justement, pour éviter que des enfants, a fortiori, deviennent apatrides. Ils pouvaient même pas aller à l'école ni rien, parce qu'ils avaient juste pas d'identité, en fait. C'était horrible. Et du coup, voilà, je ne connaissais pas cette histoire. Et c'est vrai que je pense que ça doit arriver pour pas mal de gens, dans pas mal de pays.
Tout simplement parce qu'il y a des pays où il y a le droit du sol et des pays où il y a le droit du sang. Et quand tu nais à un endroit et tu arrives à un autre et que du coup t'as pas le droit du sol ou t'as pas le droit du sang selon où tu es, tu te retrouves apatride, quoi. C'est un truc de fou quand même, hein. Donc voilà, c'était très 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 intéressant, très dur aussi, hein, parce que en tant que militante pour les droits j'allais dire pour les droits de l'homme, du coup pour les droits des humains, pour les droits humains, elle s'en est pris plein la gueule, quoi. Voilà. Surtout en tant que femme noire, a fortiori, hein. Et en plus, voilà, comme en République dominicaine, déjà, pour eux, elle était haïtienne, parce que, voilà, ses parents étaient haïtiens. Et voilà, c'était... Donc elle a subi de la xénophobie, enfin... Bref, c'était super intéressant, j'ai vraiment adoré cette histoire. Et je ne connaissais pas du tout, en plus, cette femme, hein. Vraiment, j'ai découverte avec ce livre. Et voilà. C'était... mais malheureusement, oui, elle est décédée, hein, et d'ailleurs, ça parle de son décès. C'était ultra triste, hein, je ne dirais pas comment, quand, pourquoi, mais voilà. Voilà, donc pour cette histoire, donc c'était vraiment... tout ça s'est passé fin 20e, début 21e siècle, hein, donc c'est tout récent, hein, je précise aussi, hein. Ensuite, j'ai lu Vous parler, enfin c'était pas ensuite, c'était avant, mais Vous parler de mon fils de Philippe Besson. Alors celui-là aussi, je l'avais écouté en audio pour le coup. C'était encore plus court. Celui-là, il était vraiment très très court, hein, passé très vite. Et en fait, là, on va être dans la thématique du harcèlement scolaire, où en fait, on va suivre un père de famille. Il a 2 fils, donc il a une femme, hein. Donc lui c'est Vincent, sa femme c'est Juliette. Ils ont 2 fils, Hugo qui a 14 ans et Enzo qui est un peu plus jeune. Je sais plus quel âge il a, mais voilà, il doit avoir 11-12 ans, quelque chose comme ça. Et oui, je pense qu'on le sait dès le départ. Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'ils le disent dans la 4e de couve? Oui. On sait que donc Hugo va décéder. On ne sait pas comment, de quoi, mais on sait pourquoi. Puisque Hugo donc subissait un harcèlement constant de la part de camarades de... C'est dur de dire camarades de classe, mais voilà. De façon très très violente. Et donc on le sait depuis le début, mais on va retracer un peu tout le chemin. Et donc du point de vue du père... Ouais, franchement, Silou, c'était quand même dur à lire, hein. Surtout quand on en a soi-même subi. Et je me dis, putain, si j'avais des enfants, je pense que quand on a des enfants, c'est encore plus dur parce que là, on est du point de vue du père qui est. Et tu te dis, oui, c'est vrai que t'as les bras sciés, quoi. Tu sais pas comment agir parce qu'en fait, on voit que les parents, ils se battent pour réussir à faire arrêter ce harcèlement et tout ça, et qu'ils échouent. Pourquoi? Parce que dans le livre, en fait, le collège, l'administration du collège s'en bat totalement les reins, quoi. Oui, je comprends, Jenny. Je comprends. C'est vrai que moi, je suis pas trigger par les thématiques qui me... Enfin, je suis trigger parce que je suis hypersensible et tout, mais j'arrive à lire des... Au contraire, moi, justement, j'aime lire des thématiques qui me touchent particulièrement. Ça va me faire chialer, hein, ça c'est sûr. Mais ça m'intéresse parce que je me sens... Pourquoi j'aime? Parce que je me sens comprise, je me sens... je sais que je suis pas seule, mais je veux dire, voilà, j'allais dire je me sens moins seule. C'est plutôt, du moins, voilà, je me dis que mon expérience est reconnue, voilà. Donc c'est pour ça que toutes les thématiques, voilà, harcèlement scolaire, agression sexuelle, des trucs comme ça que j'ai pu vivre, ne me trigger pas dans le sens où j'arrive à lire ça. Par contre, oui, ça va me... Mais d'ailleurs, en plus,
le précédent de Besson, là, Ceci n'est pas un fait divers, m'avait fait ultra chialer parce que je m'étais totalement identifiée. Alors, pas tout à fait pour les mêmes raisons, mais il y avait pas mal de trucs très similaires avec moi-même, mon histoire. Et je me suis totalement identifiée aux enfants. Voilà. Donc, et oui, ça fait un coup au cœur. Quand on s'identifie, ça fait un coup au cœur, mais en même temps, c'est moi c'est assez libérateur pour moi de lire des choses comme ça. Mais je comprends qu'on puisse ne pas arriver à le faire. Et donc oui, voilà, bah là, effectivement, on voit, en fait, là, c'est un livre à charge sur le personnel scolaire, clairement. Pas les profs, même si bah, il y a certains profs qui s'en foutent, hein, ça c'est clair. Mais plus l'administratif, en fait. Le proviseur, enfin oui, principal, on dit plutôt au collège. Le principal, les la CPE, enfin ou le CPE, je sais plus, enfin toute la partie administrative qui n'en ont littéralement rien à carrer et même ça les saoule en fait parce qu'ils n'ont pas envie que, évidemment, ils n'ont pas envie que leur collège soit en ligne de mire, des journalistes, enfin voilà, ils tiennent à la réputation du collège, hein, en gros, même si c'est un truc public, voilà. Et donc on voit que c'est compliqué. Pareil, ils peuvent pas porter plainte parce que ils sont mineurs. Les personnes visées par la plainte sont mineures. Et c'est pas à moins qu'ils aient tué quelqu'un, ben tu peux rien faire. Donc en fait, ils sont impuissants, totalement impuissants, les parents, face au harcèlement de leur fils. C'est super dur. Ouais, Stéphane, alors, euh, moi, franchement, je trouve qu'il écrit très très bien, mais surtout qu'il a Alors, je peux comprendre les gens qui disent qu'il a un côté bobo, mais franchement, je trouve que c'est vraiment pas le plus bobo, particulièrement dans les auteurs masculins de contemporains que j'ai pu lire. C'est vraiment pas le plus bobo. Et je trouve il met vraiment une réelle empathie dans sa façon de parler des personnages, etc., la psychologie des personnages. Et en même temps, tout en étant en même temps très pas dans le pathos. Voilà. Il est jamais dans le pathos, il est dans le factuel. euh, Sans être. Voilà, il est ni trop froid, ni trop dans le pathos. Il y a vraiment un bon équilibre, je trouve, dans ses livres. J'en ai lu que 2 pour l'instant, mais à chaque fois j'ai trouvé ça. C'est-à-dire que il est pas en mode ouais, je vais faire pleurer dans les chaumières. Ton fils a été pris pour cible. Ah oui, non, mais oui, non, mais t'as raison, Silou. Mais là, c'est ce qui se passe dans l'histoire aussi. Mais oui, l'histoire se situe de nos jours. Oui, oui, complètement, Natacha. Il était chroniqueur chez Ruquier, lui. Quand ça? Parce que putain, moi, je regardais tout le temps les émissions de Ruquier et je me rappelle pas de Philippe Besson, hein, pour le coup. Hein. Après, oui, si, une fois, je l'ai vu... Ah, il avait fait du remplacement, d'accord. Une fois, je l'avais vu en interview, je sais plus où. J'avais effectivement pas été très fan du personnage, de la personne. Euh, je trouve qu'il a plus d'empathie dans ses livres que dans sa façon d'être, en fait. Bizarrement. C'est assez bizarre parce que c'est vrai, quand tu vois le personnage, tu as du mal à l'imaginer écrire des trucs qui sont très... j'allais dire très woke. C'est pas que c'est woke, mais c'est en tout cas... Enfin si, c'est woke, mais c'est... Ouais, ça parle de thématiques difficiles, quoi. Voilà, il se met en empathie, il est en empathie avec les gens, surtout pour parler de féminicide, etc. C'est pas forcément quelque chose qui, lui, va le toucher personnellement. Donc, ouais. Oui, ceci est un fait divers, était vraiment génial, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, il a quand même une grande sensibilité, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, son personnage public est différent de son écriture. C'est fou, hein. Euh, Ouais, j'ai pas lu, moi, son livre sur lui. Je l'ai pas lu. Je sais pas si j'aimerais, du coup. J'ai un peu du mal avec... justement, j'ai un peu du mal quand les auteurs parlent de... Ça me...
C'est souvent très... très ouin, je suis un bourgeois privilégié, quoi. Je pense à Yann Moix à chaque fois, ouais, c'est vraiment... C'est tout à fait l'archétype du truc. Voilà. Du coup, là, non, ces 2 derniers, je pense... Enfin, voilà, c'est ceux que j'ai lus. Pour le coup, c'est bien parce que, oui, il parle pas de lui, là, clairement. Et surtout, voilà, bah, il s'intéresse à des thématiques qui touchent beaucoup de gens et qui sont encore un peu tabous quelque part, oui. Bah, le féminicide, déjà, oui, clairement, c'était tabou. Le fait de dire c'est pas un fait divers, déjà, rien que ça, bon, c'est encore tabou. Le harcèlement scolaire, c'est moins tabou, mais ce qui est tabou, c'est de dire, de pointer, en fait, de pointer le collège, de pointer les flics, de pointer, enfin voilà, toutes les personnes qui auraient pu faire quelque chose et qui ne l'ont pas fait. Clairement. Voilà. Et là, oui, dans cette histoire, voilà, c'est vraiment, c'est horrible de dire, bah putain, j'ai tout essayé et rien n'y fait, et au final, ton fils, il meurt, quoi. C'est vraiment, mais à quel niveau d'impuissance on est pour se dire, putain, mon fils est mort alors que j'ai tout essayé, quoi. C'est horrible, en fait. Là, c'est clair que tu t'en veux à la terre entière. T'es obligé de détester tout le monde. C'est waouh, quoi. Ah, d'accord, ok. C'est franchement mineur. Monte en épingle un truc anecdotique. Ah oui, ça c'est relou, ça, par contre. Voilà, mais typiquement, tu vois, c'est ce genre de truc que j'aime pas, quoi. C'est, voilà, faire du ouin-ouin sur un truc qui sera vraiment pas... c'est bon, quoi, calme-toi. Mais ouais. Ah ouais, c'est vrai, Stéphane. Ah, c'est possible. C'est possible. Mais voilà, en tout cas, ouais, il est court et il se lit vraiment très bien. Et oui, c'est sûr qu'après, voilà, si on est trigger par cette thématique, faut pas le lire. Mais clairement, en fait, ce que j'ai trouvé intéressant, alors évidemment, il place ce point de vue il se place du point de vue du père, ce qui était intéressant. D'ailleurs, au début, ça me faisait penser un peu à Jake de Brian Reardon, parce que clairement, c'était un peu le même délire, le père qui est à milieu, en fait, de vraiment connaître son fils, et qui va découvrir une facette de son fils qu'il connaissait pas, et qui va se demander comment est-ce qu'on en est arrivé là. C'est vraiment le début est pareil que Jake de Brian Reardon. Après, ça part dans autre chose. Mais vraiment, au début, c'est ça. Mais quelque part, il y a quand même des similitudes, parce qu'il y a vraiment ce truc de dire, tout le long, d'essayer de comprendre, en fait, la psyché de son fils, et voilà, et des autres aussi, évidemment, bien sûr, des harceleurs aussi, mais c'est vrai que ben, forcément on a envie au début c'est intéressant parce que au début il dit à son fils mais défends-toi, fais qu'elle dit quelque chose, je sais pas et tout, et en fait son fils bah non, parce que son fils c'est pas sa personnalité en fait. Et son père a du mal à comprendre. Et après, il comprend que ben, c'est pas parce qu'il se défend pas que ça veut dire qu'il est responsable, en fait. Voilà. C'est super intéressant comme cheminement, en fait, de pensée de la part du père. Coup d'auteur, de l'autofiction. Oui, c'est la meilleure, ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'auteurs qui font de l'autofiction, ouais, clairement. Le père qui est plutôt défaillant malgré tout, ouais, exactement. C'est ça en fait, exactement. C'est ça, il n'est pas impliqué au début, il comprend pas. Il dit, voilà, qu'est-ce que t'as foutu pour en arriver là et tout ça. Puis après, ben oui, finalement, il s'implique parce qu'il n'a pas envie de voir son fils malheureux. C'est normal, quoi. Et voilà, ouais, c'est très intéressant. Parce que oui, les parents sont pas parfaits, même la mère aussi, elle n'est pas parfaite. La mère qui va piquer, et franchement, en même temps, elle va piquer une crise au collège, mais qui n'aurait pas fait ça, quoi? Enfin, quelle mère n'aurait pas fait ça? Moi, personnellement, pourtant, j'ai pas d'enfant, mais je m'imagine très bien aller péter un câble au collège et dire, mais maintenant, vous bougez votre cul, vous sortez les doigts et faites quelque chose, quoi. Clairement. Mais ouais, franchement, c'est
c'est très très réaliste hein, comme livre, c'est très réaliste et ça, parce que ça ne sombre pas dans le pathos, parce que c'est pas les gentils contre les méchants, même si évidemment y a aucune excuse envers les harceleurs ou les parents des harceleurs. C'est surtout eux qui sont pris pour cible parce que c'est quelque part là c'est eux les responsables, et aussi évidemment le collège qui ne fait rien, les flics qui ne font rien, voilà, personne qui fait rien. Mais c'est pas non plus les gentils contre les méchants, parce que d'un autre côté, bah, les flics ils font rien parce qu'en même temps ils savent très bien que de toute façon ça amènera à rien, parce que c'est comme ça. Et voilà, les adultes qui minimisent parce que bah oui, t'as toujours le truc de dire non mais c'est des gosses, ça va passer, tout ça. Enfin voilà, vraiment tout est finalement bien expliqué. C'est pas, voilà, sans être caricatural et sans tomber dans le pathos et sans non plus être trop froid et formel, quoi. Voilà, donc c'est très bien. Oui, Noton, c'est vrai que Noton, elle écrit tellement de choses assez différentes les unes des autres, quelque part. Voilà. Donc ensuite, j'ai lu sur le harcèlement de Silou. J'ai pas eu le choix, elle m'a mis le couteau sous la gorge pour que je lise Lettre à ma fille de Maya Angelou. Du coup, voilà, je l'ai dégomme hier soir. Hein. Enfin, c'était rapide à lire. Mais en vrai, tu sais quoi, j'ai adoré, hein, mais je suis tellement restée sur ma faim parce que... Mais d'un côté, c'est bien. En fait, tu m'as finalement fait lire celui qui était bien pour commencer, parce que en fait, ça m'a juste donné envie de lire ces vrais livres. C'est pas que c'est pas un vrai livre, mais en fait, c'est un concentré. Lettre à ma fille, c'est un concentré de ses idées, de choses qu'elle a vécues, etc. Enfin voilà, c'est un mix entre essai, fiction, témoignage, plein de choses comme ça. Enfin, fiction pas trop quand même, mais voilà. Et surtout essai, témoignage, autobiographie qu'elle a mis là-dedans. Voilà, c'est ça, ça donne envie de découvrir tout le reste. En fait, ouais, j'étais un peu frustrée à la fin de ma lecture, parce que je là, oui, alors, c'était super tout ce que j'ai lu. Mais il va falloir approfondir les choses. Voilà. Et oui, donc oui, voilà, c'est clairement ce que je vous ai dit. Donc il y a aussi de la poésie, il y a des poèmes. Il y a des poèmes qu'elle a écrits qui sont très beaux. Il y a vraiment beaucoup de choses. C'est un concentré de plein de choses comme ça, de petits, comme si en fait s'était dit bah ouais c'est ça, Lettre à ma fille, hein, c'est qu'en fait elle écrit à sa fille qui n'existe pas d'ailleurs, hein, puisqu'elle n'a eu qu'un fils. Et donc en fait elle écrit une lettre fictive à la fille qu'elle n'a pas eue, pour lui dire tout ce qu'elle a sur le cœur, tout ce qu'elle a tout ce qu'elle aurait eu envie de dire à sa fille si elle en avait eu une. C'est très très beau. Et donc oui, elle raconte sa condition de femme noire, hein, notamment, donc évidemment ça parle de racisme, mais c'est loin de parler que de ça. Vraiment, elle parle de plein de choses. Alors, elle parle de féminisme, bien sûr, même si je vais revenir, il y a un truc sur lequel je n'étais pas d'accord. Je vais venir vite fait, mais voilà, elle parle des gens qu'elle a rencontrés, elle parle de pas mal de choses qu'elle a vécues, mais aussi de ses petites réflexions sur certaines choses. Et donc oui, la réflexion que j'ai pas aimée, hein, c'est par rapport au viol. C'est le seul truc que j'ai pas aimé dans le livre, mais en même temps... Enfin, en même temps non, parce que je crois que le livre il est sorti en 2016, quelque chose comme ça. Donc elle a eu le temps de plus se renseigner sur la question, mais ouais, sur le viol, en fait, elle dit que même si les sociologues disent que c'est un acte de domination, pour elle, ça reste un acte sexuel. Et en fait, là où ça m'a gênée, c'est qu'elle dit que, donc déjà elle se trompe, hein, on sait que c'est vraiment un acte de domination, hein, c'est pas un acte sexuel, puisqu'il y a même des mecs hétéros qui vont violer d'autres hommes par uniquement pour les humilier, hein. C'est pas un acte sexuel, et moi ce qui m'embête, c'est qu'elle dit
que si les sociologues disent que c'est un acte de domination, c'est pour dédouaner les violeurs, en fait. Alors que si on dit, si on est d'accord pour dire que c'est un acte sexuel, ben dans ce cas, c'est un acte très grave, c'est vraiment un crime, etc. Mais je suis pas du tout d'accord avec elle, parce que en fait, c'est justement le fait de dire que c'est un acte sexuel, c'est là que ça les dédouane. Parce qu'en fait, ce qu'elle dit, c'est que c'est un acte sexuel, genre ils ont des pulsions, etc. Mais justement, c'est leur donner une excuse. Ça veut dire qu'ils ont eu des pulsions et que c'est des animaux et que du coup, ils peuvent pas se retenir et voilà. Alors que quand on dit que c'est un acte de domination, ça les dédouane pas, c'est tout l'inverse, ça les accable. Parce que c'est eux qui ont clairement choisi de faire ça, quoi. Donc oui, c'était dommage juste cette partie-là, mais après, honnêtement, c'est rien, c'est un petit machin. Et puis bon, elle dit quand même que le viol, c'est l'acte le plus odieux qui existe. Donc voilà, c'est juste ça. J'étais là, ouais bon, Maya, t'as pas compris. Bon, depuis, je me dis depuis, peut-être, alors je sais pas quand est-ce qu'elle est décédée. Elle est décédée, hein. Ou elle est encore en vie. Tiens, je sais même pas en vrai. Mais je me dis que par la suite, il y a forcément des gens qui lui ont dit oui, mais non, mais ça va pas. Quand elle dit à sa mère qu'elle est enceinte, ah oui, c'était très beau. Non, elle est pas morte. Ah bah voilà. Bah oui, alors depuis, il y a eu MeToo. C'était juste avant, finalement, c'était juste avant MeToo, hein, ça. Depuis, il y a eu MeToo, et je pense que depuis, bon, je pense qu'elle elle a dû certainement revoir son point de vue sur la question. Je pense. Mais voilà, bon. Ne la tue pas maintenant. La pauvre, oui, j'avoue, je l'ai tuée, peu charrette. Non. C'est Sonia Pierre, du coup, qui pour le coup est décédée. Ça, c'était très triste. Mais oui, c'est vrai que bah, c'était touchant, en fait, pour la partie où elle est enceinte, parce qu'elle tombe enceinte à 16 ans, quand même. Hein. Et en plus, en étant... alors, c'était pas un viol, hein, mais c'était pas non plus... bah, en fait, c'était pas un viol en tant que tel, parce que quelque part, elle était consentante, mais en même temps, elle avait pas prévu ça, et surtout, c'était tellement fait de façon glauque que, bon, pour moi, c'est presque comme si c'était un viol, hein, vraiment, vraiment. Et du coup, voilà, et elle tombe enceinte, mais malgré tout, alors évidemment, il n'est pas question d'avortement ou de quoi que ce soit, mais de toute façon, elle a envie de garder le bébé et ses parents sont super contents en fait, alors qu'on aurait pu s'attendre à ce que à ce qu'il la traite de traîner ou quoi, j'en sais rien. 16 ans, voilà, c'est compliqué. Mais non, et ça se passe très bien et voilà, et oui, c'était très beau, voilà, ce moment où elle dit à sa mère qu'elle est enceinte. Et le petit... non, moi, ce que j'ai aimé, c'était le message sur sur l'oreiller du papa. Elle laisse un message sur son oreiller. Elle va dire, oh, en fait, je suis enceinte. Et après, elle va se coucher, et le lendemain, elle entend son père qui se réveille. Et en fait, il vient pas l'engueuler ou quoi, en fait. Il lui dit, bon, alors, t'es enceinte de combien? C'était... Ah merde, elle est morte? Ah bah. Merde, Silou. Non, tu viens de trigger Silou, là. Putain, attends, on va vérifier ça. Merde. Ah bah si, elle est morte, oui. Ah bah désolé. Ah merde, attends. Non, c'est pas logique, elle est morte en 2014 et le livre, il est sorti après. Ah bah du coup, elle aura jamais su que le viol, c'était pas un... Elle aura jamais su que le viol, c'était pas un acte sexuel. Merde. La meuf s'inquiète pour ça. Ah oui, elle a bien vécu quand même. Ah merde. Elle a bien vécu quand même, parce qu'elle est née en 1928. Hein. Ça va, elle a quand même une belle vie. Bon, pas tout le temps belle, hein, on va pas se mentir, mais une belle vie dans le sens où elle a bien vécu, quoi. Elle a eu tous les honneurs qu'elle aurait mérité d'avoir, quoi. Donc c'est bien. Voilà. Difficile la remise en question. Fuck. Ah, j'avais l'espoir, là. J'avais l'espoir. Tant pis. Donc oui, voilà, il y avait des passages. J'ai adoré aussi le passage où où il y a un ami à elle qui lui dit tu sais qui c'est que j'ai vu une telle et tout ça, elle est impatiente de te revoir, et en fait
Maya Angelou fait mais je ne sais pas, enfin elle se dit mais je sais pas du tout qui est cette personne en fait, et elle n'arrive pas à la remettre et tout, et en fait elle comprend qu'elle la connaît pas du tout et que le gars c'est complètement foiré quoi, mais elle va quand même inviter la personne à manger chez elle alors qu'elle la connaît ni d'Ève ni d'Adam, et la personne vient en pensant que c'est une autre personne. C'était ultra drôle, enfin le gros quiproquo comme ça, c'était ultra drôle, et voilà, je vous dis pas après comment ça se passe parce que voilà, faut pas tout spoiler non plus. Mais j'ai adoré ce passage. Attends, le tapis au sol, c'était quoi ça? Le tapis au sol. Moi, je me rappelle du truc des cafards où elle boit, où elle boit le café. En fait, il y a plein de passages super drôles dans ce livre où elle boit le café qu'on lui sert et tout. Que c'est un genre de rituel et en fait, elle sent qu'il y a des cafards dedans. Et je raconte pas la suite, je raconte pas la chute parce que c'est pareil, c'est trop drôle. Voilà, il y a des trucs comme ça. Il y a plein de trucs comme ça qui sont super cool. Par contre, le tapis au sol, je me rappelle pas. Ah ouais, c'est vrai. Putain, mais en plus, en plus Silou l'a raconté et je l'ai lu. Elle doit manger dans une communauté. Ah oui, bah c'était ça. Non, c'était pas là où il y a le. Ou c'était un autre truc avec les cafards. Ah, je m'en rappelle plus. Putain, je me rappelle plus du tapis là. Merde alors. J'ai zappé l'information. Donc oui, le coup effectivement, elle marche sur le tapis en pensant que c'est un tapis, mais en fait, il mange dessus, quoi. Donc voilà. Donc ouais, plein de passages assez exceptionnels dans ce livre que je recommande chaudement. Mais du coup, forcément, oui, ça me donne évidemment envie de découvrir des livres complets d'elle, en fait. Alors, il y en a un qui est disponible en audio. Je crois qu'en plus, il paraît que c'est son livre phare. Mais je sais plus le titre. Attendez. Est-ce que je l'ai là? Maya Angelou. Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage. Voilà, c'est ça. Celui-là, j'ai vu qu'il était sur Audible. Donc peut-être que je pourrais me faire celui-ci. 1991. Parce que celui-là, ouais, il paraît que c'est un de ses meilleurs. Voilà. Ah oui, toi, tu m'avais dit un billet d'avion pour l'Afrique. Mais bon, je dis celui-là parce qu'il est sur Audible. Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage, donc potentiellement, j'ai pas besoin de l'acheter, tu vois. C'est surtout ça, la meuf radinasse. Après, putain, il est super bien noté, hein, 4,16 sur Babelio. Lettre à ma fille, 4,06. Un billet d'avion. C'est celui qui est le mieux noté, hein, un billet d'avion pour l'Afrique. 4,24. Putain, c'est excellent quand même comme note. Hein. Alors, il y en a un qui est encore mieux noté. C'est La vie ne me fait pas peur. 4,25. Mais ils sont bien notés, hein. Ah, putain. Non, encore mieux noté. Je reprendrai bien un peu de rêve. 4,5. Ils sont vachement bien notés, ces livres. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Alors, il y en a qu'un seul qui est en dessous de 4. Et encore, il est à 3,98. Hein. C'est Rassemblez-vous en mon nom. Voilà. Ils sont tous excellents. Bon, voilà. Ok. Il y en a même un qui est sorti chez Point, leur collection féministe, là. Et pourtant, je m'élève. Très bien. Eh bien, merci en tout cas, Silou, pour la recommandation. J'étais très contente de découvrir cette autrice. Et du coup, on va terminer avec une autre... afroféministe, on peut dire ça. Je sais pas si Maya Angelou est afroféministe, mais en tout cas, bon, elle est quand même un peu militante. C'est Ne suis-je pas une femme de Bell Hooks. Donc, essai sur en fait l'intersection entre racisme et misogynie, hein, et sur le fait et sur l'invisibilisation des femmes noires dans le militantisme
Alors d'une façon générale, hein, déjà de base, mais aussi dans le militantisme. C'était extrêmement passionnant. Encore mieux, j'ai trouvé, que celui d'Angela Davis dont le sujet était plus ou moins similaire. C'était pas tout à fait pareil quand même. Mais ouais, j'ai encore mieux préféré celui-ci. Et du coup, voilà, j'ai postité. Alors je vais pas vous lire les passages, hein, c'est juste pour que je me rappelle. Sauf si vraiment c'était juste pour que je me rappelle un petit peu. Alors là, c'était quoi l'inclusivité? Le premier, c'était quoi l'inclusivité? Comment expliquer que le concept de consubstantialité, d'une proximité confondante avec le concept d'intersectionnalité, soit principalement plébiscité par des chercheurs et chercheuses blanches? Voilà. Comment... Ah oui, c'était intéressant, ouais. Ah, c'était en fait... sur le principe d'inclusivité. Voilà. Parce que le féminisme inclusif a pour objectif de faire une place aux autres. C'est comme si, voilà, t'as ceux qui sont la norme et t'as les autres, en fait. Donc c'est vrai, c'est ça, en fait, ça interrogeait sur la notion d'inclusivité. Alors que c'était mieux de parler d'intersectionnalité. En gros, c'était ça. Hein. Voilà. Bon, ça, c'était le premier truc intéressant. Enfin, tout était intéressant, hein, mais voilà. Après, c'était quoi? Ne vous inquiétez pas, ça va pas être aussi technique. Hein, c'était juste... je m'étais plus noté pour moi, celui-là, je pense. Donc là, c'était, oui, la partie, évidemment, sur le droit de vote. C'était quoi? C'est chiant parce que je note la page, mais il faut que je retrouve exactement ce que j'ai postité, parce qu'ils sont pas sont transparents mes trucs, mais il y a des petits trucs, je les mets pas sur le texte. Bon bref, c'est un peu chiant. Donc voilà. Avant que les hommes blancs ne soutiennent le droit de vote des hommes noirs, les militantes blanches avaient cru que s'allier avec les militantes noires avec les militants et militantes noires ferait avancer leur cause. Mais quand il s'était avéré probable que les hommes noirs pourraient accéder au droit de vote tandis que les femmes en resteraient privées, la solidarité politique avec les personnes noires fut oubliée et les militantes blanches tentèrent alors de détourner les hommes blancs de leur projet de soutenir le droit de vote des hommes noirs en invoquant la solidarité raciale. Ça, c'était intéressant aussi, c'est que, en fait, tu vas avoir d'un côté les noirs, les hommes noirs, en fait, qui vont invoquer le côté patriarcal pour demander le droit de vote, et de l'autre côté, les femmes blanches qui vont invoquer le côté suprématie blanche, on va dire, pour... obtenir le droit de vote, en fait, pour les femmes blanches. Et du coup, voilà, tout va se jouer là-dessus, en fait, entre le racisme et le sexisme. Petite brique, 400 pages, ça va. Donc voilà, il y avait tout ce truc-là, c'était super intéressant. Qu'est-ce que j'avais noté encore? Ça, c'était sur l'esclavage. Voilà. Lorsque les hommes blancs indignés réussirent à limiter les liaisons interraciales entre les hommes noirs et les femmes blanches, les femmes noires esclaves acquirent un nouveau statut. Les planteurs prirent conscience des bénéfices qu'ils pouvaient obtenir en faisant se reproduire les femmes noires esclaves. Les critiques virulentes sur l'importation d'esclaves furent aussi une des causes d'une plus grande attention portée à la reproduction des esclaves sur le sol même des États-Unis. Donc là, c'est en fait comment ils vont venir à se dire que, bon, finalement, c'est horrible en fait. Finalement, ça serait pas mal d'avoir des esclaves parce que du coup, ça fait de la main-d'œuvre gratos. Alors qu'avant, c'était voilà, c'était péché de s'accoupler entre guillemets avec une femme noire quand on était un homme blanc, quoi. Il y a des trucs, super lourds, hein. Vraiment. Donc voilà. Là, c'était quoi? Les colons blancs cherchaient à réprimer, voilà, c'est un peu dans le même délire, les colons blancs cherchaient à réprimer la sexualité à cause de leur peur profonde des désirs sexuels, leur croyance que c'était péché que d'éprouver de tels désirs et leur peur de la damnation éternelle. Les colons blancs attribuèrent la responsabilité de la luxure aux femmes et les considérèrent donc avec la même suspicion et la même méfiance qu'ils avaient pour la sexualité en général. Et donc en fait, oui, ça c'est par rapport au fait que... Ah oui, ça c'était intéressant d'ailleurs.
C'est par rapport au fait que, du coup, en fait, évidemment, c'était toujours la faute des femmes noires si elles étaient violées, voilà. Des causes culturelles de la misogynie, le rejet ou la culpabilité quant à la sexualité est la plus évidente. Ça, voilà. Pourquoi il y a de la misogynie? Voilà, c'est vraiment les causes culturelles. Cela mène naturellement à la dégradation de la femme comme objet sexuel et à la projection sur cette dernière de la luxure et du désir de séduction qu'un homme doit au contraire réprimer. Tout en dénigrant la sexualité de la femme, son obsession pour le sexe, résultant de sa tentative de réprimer son désir, la lui fait voir exclusivement comme un objet sexuel, bien plus lubrique que l'homme et aucunement doué d'esprit. La misogynie peut aussi être le résultat de l'idéalisation des femmes par les hommes qui les ont mis sur un piédestal en tant que maîtresse, épouse et mère. Ceci a conduit à une réaction naturelle au désir d'anéantir ce qui avait été abusivement idéalisé. C'est super intéressant ça aussi. Hein. Vraiment, il y a des, je vous dis, il y a plein de fulgurances comme ça. C'est assez impressionnant, quoi. Ah oui, alors là aussi. Alors là, ça parle des militants noirs masculins qui ont complètement dénigré les femmes pour s'allier en fait aux hommes. Hein. C'était un peu ça, quoi. Et parce que en fait, ils voulaient eux aussi avoir leur patriarcat en fait. Ils voulaient eux aussi avoir la domination des hommes sur les femmes. C'est vraiment, mais c'est un truc de fou, quoi. Voilà. Donc là, voilà, on parle de Amiri Baraka, donc qui était un militant noir très connu, qui a publié un article qui annonçait publiquement sa volonté d'établir un patriarcat noir. Il n'a cependant pas utilisé des termes comme patriarcat ou domination masculine, il a plutôt parlé de la création d'un foyer dominé par les hommes noirs, fondamentalement misogyne, comme si c'était une réaction positive contre les valeurs blanches racistes. Voilà, c'est vraiment... C'est chaud quand même, hein. C'est chaud pour les femmes noires parce que elles n'avaient pas le soutien des femmes blanches parce que racistes et elles n'avaient pas le soutien des hommes noirs parce que misogynes, quoi. C'est vraiment tout ce qui est dit là-dedans, c'est assez impressionnant, quoi. Voilà. Et là, oui, ça aussi, voilà, par rapport au féminisme. Bien que les militantes féministes aiment à croire que le féminisme a été la force motrice du changement du rôle de la femme, ce sont en réalité les changements ayant lieu dans l'économie capitaliste états-unienne qui ont eu le plus d'impact sur le statut des femmes. Il y a eu plus de femmes que jamais sur le marché du travail états-unien, non pas grâce au féminisme, mais parce que les familles ne peuvent plus compter sur le seul revenu du père. Le féminisme a été utilisé comme un outil psychologique pour faire croire aux femmes que ce travail qu'elles auraient pu trouver ennuyeux, pénible et chronophage était en fait libérateur. Et c'est vrai qu'il y a eu de ça. C'est clair que on est aliéné par le travail autant que les hommes, enfin autant, d'une façon générale, pas autant, mais aussi c'est malheureusement, on est obligé de passer par là pour s'émanciper aussi, hein. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc d'aliénation au travail aussi, quoi. Mais voilà, c'est super intéressant. Que le féminisme existe ou non, les femmes doivent travailler, oui. Les agressions ouvertement misogynes sur les femmes ont commencé bien avant le mouvement féministe, ça c'est sûr. Et la plupart des femmes qui ont subi des agressions et des violences de la part des hommes ne sont pas féministes, c'est vrai aussi. Enfin, bref, voilà, je vais pas continuer comme ça, mais c'est intéressant. Attention, ça veut pas dire qu'elle est contre le féminisme, hein. Évidemment que non, elle est ultra féministe et d'ailleurs elle le dit très bien. Mais voilà. Ah oui, alors là c'est sur les... Là j'avais postité parce que en gros, je vais pas vous lire le truc, mais en gros, ça dit que quand on parle des femmes, on parle des femmes blanches, et quand on parle des noirs, on parle des hommes noirs. Voilà, sous-entendu, les femmes noires sont toujours invisibilisées. Et donc là, ça parle d'un livre qui s'appelle Vie et travail. Attends, c'est pas ça. Vie et travail des femmes dans les colonies du Sud. Et donc, tu peux t'attendre à ce que ça parle des femmes noires aussi, quoi. Eh ben non, ça parle que des femmes blanches. Et elle dit, un titre plus adéquat aurait été Vie et travail des femmes blanches dans les colonies du Sud, mais évidemment, ça serait automatiquement, elle dit, ça serait automatiquement... non, c'est pas ça. Enfin, si, elle dit que ça aurait dû s'appeler comme ça, mais elle dit, si moi je faisais un essai sur la vie et le travail des femmes noires du Sud et que je le titrais Vie et travail des femmes dans les colonies du Sud, sans préciser noir, le titre serait automatiquement taxé de mensonger et jugé inacceptable. Bon, voilà.
Voilà, voilà. Et voilà, là c'était quoi que j'ai postité, je sais plus. Mais des fois il y a des trucs. Ah non, c'était de ce côté. Ah oui, parce que là ça parle du féminisme blanc. Parce que ben, les femmes noires, elles n'avaient pas que ça à foutre aussi de. Pas forcément que ça à foutre de militer, malheureusement, hein, voilà. C'est vrai que c'était assez bourgeois hein, au départ le féminisme, on va pas se mentir, parce que bah, les femmes avaient plus de. Les bourgeoises avaient beaucoup plus de temps pour militer, hein, il y a ça. Entre autres. Bon là c'est un peu le même truc je crois. J'abrège hein, parce que ça va vous faire chier un petit peu aussi que je vous lise tout le livre, mais bon c'est toujours intéressant. Ah oui, elle parle d'Angela Davis, je savais pas ça, elle dit bien qu'Angela Davis soit devenue une icône féministe du mouvement des années 60, elle n'était pas admirée pour son engagement politique au Parti communiste, ni pour ses analyses brillantes du capitalisme et de l'impérialisme racial, mais pour sa beauté et pour sa dévotion aux hommes noirs. Le public états-unien ne voulait pas voir l'Angela Davis politique, ils ont préféré en faire une pin-up dont on pouvait avoir le poster. En général, les gens n'approuvaient pas son communisme et refusaient de le prendre au sérieux. Ça, j'ignorais, c'est super intéressant quand même. Donc en fait, c'est pour ça que c'était une icône, quoi. Juste parce qu'elle était belle, c'est un truc de fou quand même. Hein. C'est glauque, hein. Vraiment, hein. Donc voilà. Et le dernier truc, c'était quoi? Féminisme est une idéologie en constante évolution. Pourquoi j'ai postité ça? Je ne sais pas. Ah oui, si, oui. Selon le dictionnaire d'Oxford, le terme féminisme a été utilisé pour la première fois à la fin du 19e siècle et a été défini comme ayant les caractéristiques d'une femme. La signification du terme a peu à peu changé. La définition du féminisme qu'on trouve dans le dictionnaire du XXe siècle est théorie de l'égalité politique, économique et sociale des sexes. Pour beaucoup de femmes, cette définition n'est pas appropriée. Et en fait, parce que donc c'est Barbara Berg qui dit c'est la liberté de décider de son propre destin, c'est la libération des rôles sexués déterminés, la libération des restrictions oppressives de la société, la liberté d'exprimer pleinement ses pensées et de les transformer librement en action. Le féminisme exige l'acceptation du droit de la femme à la conscience individuelle et au jugement. Il postule que la valeur essentielle de la femme provient de son humanité et ne dépend pas des autres relations de sa vie. Voilà, donc on n'est pas, voilà, c'est pas juste l'égalité, machin, c'est aussi le fait de pouvoir s'exprimer librement, etc. quoi, en gros, hein, plus ou moins. Voilà, bref, vous savez tout. Mais ouais, il y a vraiment, c'était ultra, franchement, ce livre, mais voilà, je vous ai postité des petits trucs parce que c'était pour vous en parler, mais tout le livre est de cet acabit, on apprend énormément de choses. Et il y avait des trucs que je savais déjà, mais quand même, quoi. J'ai vraiment appris beaucoup de choses. Et ouais, c'est vraiment le... C'est là que tu te rends compte de la condition des femmes noires, mais encore aujourd'hui, de l'invisibilisation des femmes noires. Parce que, comme elle dit, c'est vrai que c'est un truc qui est pas mal répété, sous-entendu dans le livre, c'est les femmes, quand on dit les femmes, ce sont les femmes blanches, et quand on dit les noirs, ce sont les hommes noirs. Voilà, c'était super intéressant. Bref, voilà, j'en ai fini avec ce bilan lecture, en espérant que ça vous aura intéressé. Bon, on a vu que c'était le Black History Month, hein. Je crois que c'était assez clair. Mais bon, voilà. C'était pour ça aussi. Du coup, on va se retrouver quand jeudi. Ah bah jeudi, c'est des gommes tapales. Ouais, merci à vous d'avoir été là. Oui, c'est vrai, il faut que je parle de mes lectures en cours aussi. Lecture en cours. Je suis en train de réfléchir, j'en ai pas. J'ai aucune lecture en cours. J'ai aucune lecture en cours, les amis. Je crois que c'est la première fois que ça arrive. Bah ouais, parce que hier soir, j'ai fini mon livre audio, j'ai fini mon livre tout court sur ma liseuse.
Et j'ai pas non plus, j'avais pas commencé de livre papier. J'ai fini mon livre papier vendredi. Et je vais en recommencer un demain. Alors, j'hésite. Mais je pense que je vais embarquer. Je pense que je vais embarquer Je serai le feu. Je pense que là, cette semaine, je vais me lire mes 2 recueils de poèmes là. Il va pas falloir que je me mélange, mais. Mais ouais. Je pense que je vais faire ça. Voilà. Je pense que je... Ouais. Par contre, en audio... Alors, en audio, je sais pas, parce que du coup, j'ai plus rien, là. J'ai plus rien. Et en mars... Qu'est-ce que j'ai pour mars en audio? Est-ce que j'ai un truc? Normalement, oui. Je sais plus. Bon, il va falloir que je cherche... Ah si, j'ai les Insoumises. Ah oui. Sur mon Audible. J'ai les Insoumises. Je vais peut-être commencer ça. Ouais, mais du coup, je l'aurais peut-être fini avant que mars commence. C'est con. Bon, parce que je crois qu'il est assez court, je sais plus. Je sais plus. Il aurait fallu que je trouve un truc un peu long là pour que je commence maintenant, mais que je continue sur mars. Bon, on verra. Je vais réfléchir pour l'audio. Maya Angelou, oui, c'est vrai que du coup, je pourrais prendre le Maya Angelou. Je vais voir ça. Et donc voilà, papier, ouais, Je serai le feu, je pense. J'hésitais avec la prophétie des sœurs serpents, mais comme Je serai le feu, c'est un cadeau, je vais le privilégier. Et puis sur ma liseuse, mercredi soir, si j'ai le temps, je me ferai le petit Roupicor, là, le soleil et ses fleurs, je pense. Voilà, je vais partir dans les poèmes, là. Déjà que j'en ai lu avec Maya Angelou. On va partir dans la poésie. Bref, voilà pour mes futures lectures. Et du coup, ouais, on se retrouve... Bon, alors, YouTube, je vais dire au revoir YouTube. Déjà, YouTube, on se retrouve quand, nous On se retrouve, je sais pas encore. C'est vrai qu'il faut peut-être que je fasse mon planning de live. C'est pas tout ça. J'ai un planning à faire. Putain, faut que je note. Faut que je me note de faire mon planning. Ah putain, puis j'ai pas posté pour... les items des gommes tape à l'insta aussi. Oh là là, c'est une catastrophe. Hein. C'est une catastrophe, je suis à la bourre. Mais parce qu'en fait, on est le 25. J'ai l'impression que c'est pas encore tout à fait la fin du mois. Sauf que, en fait, si, c'est dans 3 jours, quoi. Parce que ça finit le 28. Je percute pas, en fait. Je percute pas. C'est vrai, t'as bien aimé la prophétie sur serpent. J'avais envie de le lire aussi, mais bon. C'est vrai que je privilégie les cadeaux quand même. Je pourrais toujours le lire à un autre moment. Ouais. Donc voilà, YouTube, je sais pas encore parce que je pense dimanche, on se fera des trucs sympas. Donc vous verrez, bah, ce sera la surprise pour YouTube. J'ai encore une vidéo en rab à poster à un moment aussi au cas où. Donc voilà. Sur ce, je dis au revoir à YouTube. Merci d'avoir regardé ce petit bilan lecture et à la prochaine. Ciao.